Emmanuel Parent, bonjour. Merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui dans le cadre du collectif L'enfance n'est pas une maladie pour nos petites entrevues Causons-nous pour les jeunes. Aujourd'hui, je vais vous laisser d'abord vous présenter, mais on va parler de votre essai qui est sorti aux éditions Éco-Société dans la collection Radar, qui s'appelle Texter, publier, scroller. Et je trouvais que c'était particulièrement pertinent de vous entendre, considérant les actualités sur les écrans, sur la question de doit-on légiférer ou pas. Et qui d'autre mieux que vous, je trouvais, pouvait nous parler de ça avec beaucoup de nuances, parce que on a échangé il y a quelques jours et je trouve que le débat manque de nuances. Alors, bienvenue Emmanuel, puis je vous laisse vous présenter. Ouais, ben merci de me recevoir. Je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de partager, c'est ça, le fruit de toutes mes rencontres avec les jeunes là, des dernières années. Donc, pour me présenter, ouais, donc Emmanuel, moi, je suis d'abord directrice générale puis cofondatrice d'un organisme qui s'appelle le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, que j'ai fondé avec d'autres personnes où on se préoccupait des enjeux qui touchent notre bien-être puis des écrans, mais on voulait vraiment en parler de manière nuancée, justement, puis en intégrant un peu ce que les jeunes ont à dire là-dessus. Donc, on crée un programme de prévention du primaire au secondaire pour aller écouter les jeunes, leur transmettre des connaissances. Puis voilà, donc il y a ce côté-là. Puis il y a aussi le côté où là, je suis autrice de cet essai qui est un peu le produit de ce que j'ai fait durant mon doctorat en communication sur justement l'utilisation des réseaux sociaux chez les ados. Fait que ça fait pas mal le tour. Super. Et alors, première question, tu en parles au début de ton essai, mais pourquoi cet intérêt pour les réseaux sociaux et pourquoi cet intérêt, c'est ça, sur le sujet en fait? Ben, ça a parti en fait d'abord de mon intérêt pour la lecture, l'écriture, à la fin de mes études en communication au bac, où beaucoup d'emplois se trouvent à être en marketing, où on gère des réseaux sociaux, on fait faire de l'argent à l'entreprise pour laquelle on travaille, on essaie d'aller chercher de la visibilité, puis c'est super stimulant, mais en même temps, je remarquais que chez mes copines, chez mes amis, il y avait aussi cette pression-là qu'on se mettait pour l'entreprise, pour notre profil personnel, donc de publier à des heures d'achalandage, de comparer le nombre de likes, puis tout ça de manière très comme insidieuse quand même. Puis quand j'ai commencé aux études supérieures, j'ai réalisé que quand je lisais des articles scientifiques puis que j'en parlais avec mes amis, après, ils me disaient, eh ben, depuis, j'ai changé mes habitudes de vie. Puis je savais pas que ça allait avoir cet impact-là. Puis ben, ça m'a fait vraiment plaisir, en fait, de faire du bien autour de moi en juste faisant ce que j'aimais, qui était lire puis écrire. Donc, ça m'a mené au doctorat sur le sujet des réseaux sociaux. Mais sincèrement, ça aurait pu être un autre sujet. Je pense que c'est un peu un hasard de la vie qui fait que je suis là-dedans aujourd'hui. Puis, en fait, c'est vrai que la collection Radar s'adresse souvent aux ados et aux adultes jeunes, mais en le lisant et en le relisant encore hier, je me disais, est-ce que les ados et les adultes jeunes oui, ils ont évidemment besoin de ça, mais ils ont très codifié, on va en parler dans leur utilisation. Mais j'ai quand même le sentiment, dans ce que j'entends auprès de moi, des adultes et des plus vieux que nous sommes, qu'on aurait vraiment tout intérêt à comprendre cela, parce que j'ai l'impression en ce moment qu'on prend des grandes décisions pour ce qui est des réseaux, etc., des grandes décisions pour nos enfants finalement, mais que ça invisibilise pas mal à la fois leur voix, leur avis, leur intérêt, puis toute cette connaissance qu'ils ont, parce que en te lisant, on se rend compte que, moi je découvre ça encore plus, mais les réseaux, on va en parler, texter, publier, scroller, il y a des codes, il y a vraiment toute une façon de vivre, de dire les choses. Puis on dit souvent nos ados sont pas respectueux, mais dans ce domaine-là, je trouve qu'ils sont très respectueux de ces codes. Est-ce que tu peux nous en dire en fait quelque chose? Ouais, un peu sur ces codes, puis même les ados, quand, tu sais, souvent dans le cadre de ma thèse, j'avais une discussion d'une heure approximative avec les ados, puis au début de la conversation, on nommait pas qu'il y avait des codes, on me disait, ben, ça va de soi, je réponds à mon ami, puis, Mhm. tu sais, la madame qui me pose des questions, moi, tout va bien avec les réseaux, puis plus on creusait, oups, il y a mes courriels qui sont ouverts automatiquement à côté, ça m'a déconcentré. C'est Ah, correct. malheureusement. Je les ai éteints. Donc, plus je discutais avec les ados, puis plus ils me disaient, ah, mais non, mais ça se fait pas. Ah, puis cette fois-là, j'ai regretté. Ah, ça, c'était un faux pas. Aujourd'hui, je le reproduis plus. Puis, dans leur discours, on voyait apparaître les codes informels, implicites, des choses qu'on a acquis sans trop s'en rendre compte. Puis ça mettait vraiment en lumière le fait qu'ils étaient
super sensibles aux jeunes autour d'eux. Tu sais, quand on parle à des jeunes qui disent ah ben moi j'ai déjà cyber intimidé ou j'insulte les gens en jouant à des jeux vidéo, tu sais, quand moi j'ai parlé avec des jeunes de 14 à 17, là, donc on leur apprend pas à 14 à 17 ans que ben oui, c'était violent quand t'as insulté la personne, ils le savent. Quand ils parlent avec leurs amis, ils sont super sensibles, super respectueux, de répondre rapidement, de vraiment indiquer quand ils s'en vont faire autre chose à la fin de la conversation, de publier quelque chose et d'être sensible à qui va aller aimer, qui va aller commenter, faire pareil pour supporter leurs amis. Donc oui, il y a plein de petits codes comme ça que ça vaut la peine de creuser. Mais je trouve intéressant que tu parles de cette sensibilité-là parce que justement, là encore, l'idée reçue sur les ados, c'est que maintenant, c'est des tyrans, c'est des enfants rois, ils sont sensibles à rien, narcissiques, ils manquent d'empathie. Mais dans ton essai, on voit bien comment ils ont cette sensibilité de l'autre, ne serait-ce que l'histoire du vu. Est-ce que je dois ouvrir un message et donc le voir, mais dans quel délai je réponds? Et c'est en fonction de qui va lire, je ne dois pas froisser les sensibilités. Ça, c'est quelque chose que les adultes n'imaginent pas, mais il y a parfois une prise de tête même avec le bon timing de réponse. C'est quand même quelque chose qu'on ne sait pas, ça, en fait, de nos ados. Non, non, vraiment pas. Puis à chaque fois que j'en parle, que moi, c'est des réflexions, des observations qui me viennent des ados. Puis quand j'en parle avec des adultes, on dirait que j'ai l'impression de transférer les connaissances de grands sages qui sont en fait les ados à des adultes. Puis là, les adultes disent ah, c'est vrai que moi, quand ça fait 2 semaines qu'on n'a pas répondu à mon courriel, je me demande si j'ai écrit quelque chose de mauvais ou si le délai est Mhm. raisonnable. Mais le fait que les ados sont comme super sensibles à toutes ces dynamiques sociales, ça nous informe aussi en tant qu'adultes là, à quoi qu'on on s'est habitué. Donc, c'est Tout le à fun de les entendre là-dessus. Puis, donc oui, pour ce qui est du vu, en fait, c'est que les ados m'ont dit, ben, la personne m'a lagué un vu ou elle m'a laissé sur vue, donc différentes appellations. Et ça réfère à quand on envoie un message par, bon, un texto, que ce soit sur Snapchat, Instagram, Messenger, peu importe la plateforme, il y a souvent une fonctionnalité qui fait que quand on ouvre un message, l'autre personne va voir qu'on l'a vu ou qu'on l'a lu. Et ce qui ressort de toutes mes conversations, même cette semaine, j'étais dans des écoles secondaires, c'est que ça se fait pas laisser quelqu'un sur lui parce que c'est l'équivalent de si on nous parle en face à face puis qu'on fait juste sortir de la pièce et s'en aller. fait. Donc, on dit, si tu n'as pas le temps de répondre, ben, tu n'ouvres pas le message. Puis là, je dis, ben, comment tu fais pour savoir si tu as le temps de répondre? Ils disent, ben, pour ça, il faut que tu ailles tes aperçus de notification. Donc, quand tu as une notification qui apparaît, tu vois les premières lignes sur ton téléphone, sur ton écran d'accueil, et là, tu évalues si tu as le temps de répondre ou non. Et si jamais tu vois par accident, la bonne pratique, ce serait de dire hey, j'ai pas le temps en ce moment, je te réponds plus tard, pour éviter que la personne se sente mal de l'autre côté. Et même chose, si on a un ami qui répond tout le temps longtemps, ben on ferait mieux d'y dire est-ce que c'est normal que j'attends? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit de pas correct? Parce que peut-être la personne va nous donner des informations comme elle travaille le soir, puis c'est pour ça qu'elle nous répond pas, ou la fin de semaine, sur les heures de souper, ses parents, c'est pas de téléphone, donc c'est pour ça qu'elle nous répond pas. Donc oui, il y a vraiment comme une sensibilité très, très accrue à toutes ces... Tu sais, ils font des efforts les uns pour les autres, là. Même, disons que mon amie aime parler par image parce qu'elle n'aime pas écrire, donc on se parle sur Snapchat. C'est la seule... J'ai que Snapchat, j'ai que cette application-là pour parler à ma copine. Mhm. Puis pour mes autres amis, j'utilise Instagram. Ou pour mes autres amis, j'utilise le texto. Ça, je trouvais ça chouette aussi. C'est quelque chose que j'imaginais pas. Dans ma tête, les ados avaient toutes les applications et communiquaient de façon indifférenciée avec leurs ados, leurs amis là-dessus. Puis je découvre effectivement que l'ado est très sensible là aussi au style de son ami et va donc privilégier pour faire plaisir dans le sens de vraiment considérer l'autre. Puis là encore, ben, j'aimerais vraiment que les adultes entendent ça, c'est-à-dire que leur ado considère le style et la sensibilité de leur ami en allant sur les plateformes qui va faciliter la communication. Donc là, on n'est pas dans le narcissisme du tout de nos Ah, ados. Ils sont pas tellement autocentrés. pas. C'est ça. Non, puis même que je reverrais ça aux adultes où les jeunes vont me dire, ben, mes parents, s'ils me collent un vu ou ils me laissent sur vu ou sur lu, faut pas que je le prenne personnel parce qu'ils comprennent pas ça. Ou Ouais. mes parents, ils mettent jamais d'emoji. Mes parents, ils vont m'envoyer juste un pouce tout seul. Ou mes parents, ils vont mettre un point à la fin de leur phrase puis être super, ils vont me dire dry texter, genre
texter de manière sèche, là, de manière Oui. un peu directe, rude. Ils disent, mais ça, tu sais, j'écrirais jamais de même à mes amis, mais pour mes parents, ça passe. Donc, Mhm. sais, parce que là, on parlait un peu des préférences d'applications pour se parler, de faire attention au délai de réponse, aux vues, mais il y a aussi, ça, je l'ai moins abordé dans mon livre, mais ça fait partie des conversations que j'ai avec les jeunes, toute la manière dont on parle. Donc, si j'ai une amie qui écrit tout le temps LOL, ben moi aussi, je vais écrire LOL, puis avec un autre ami, c'est plus ha 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 en minuscule, on va y aller pour ça, puis d'autres amis, quand ils écrivent en majuscule. Donc, on s'adapte aussi à la genre de forme de communication de l'autre. Puis c'est pour ça que cette adaptation-là, comme on est super bon, comme dans nos relations sociales pour s'adapter, avec les jeunes, ça prenait la conversation pour le réaliser qu'il y avait tous ces réflexes-là. Pour Tout à réaliser. Parce que c'est comme ils le prennent pour acquis. Mais non, non, c'est pas tout le monde comme ça. Puis ils réalisent que c'est pas tout le monde qui est comme ça, justement, quand ils font le parallèle avec leurs parents. Et fait. c'est vrai, eux, ils ont pas les mêmes codes, là. Mais c'est ça, et je réalise quand même que les parents, les adultes en général, ont tendance vraiment à démoniser ça. Puis tu le dis bien dans le début de ton essai que finalement, la diabolisation un petit peu des réseaux, des écrans, mais cette diabolisation de la technologie puis des nouveautés, c'est pas nouveau. Tu parles même du rock and roll à un moment donné. Dis-nous un petit peu, c'est ça, qu'est-ce qui participe de ça? Et puis comment les médias aussi participent à cette inquiétude-là, cette avalanche, en fait. Ouais, à chaque, disons, nouveauté technologique, là, puis là, on parle pas juste du web ou d'Internet, là, on a vu ce même processus où les générations qui n'ont pas grandi avec elle ben, vont s'inquiéter des changements d'habitude de vie. Jusque-là, on comprend, tu sais, donc, Oui. mais on parle des technologies comme juste l'écriture, hein, c'était la fin des grands discours, on n'allait plus avoir de mémoire parce on allait tous se souvenir de toute manière. La radio aussi. Ah, juste Mhm. le télégramme, hein, et dans le contexte socio-historique aussi, le télégramme, c'est que là, on dépassait la notion de temps et de l'espace, ça allait beaucoup trop vite, les communications. Entendre ça aujourd'hui, c'est bon. C'est très subjectif, là, mais donc la radio, la télévision, c'est quasiment toute la nouveauté du champ des communications dans lequel j'étudie quand il y a eu la télévision parce qu'on se disait, ça y est, les enfants ne joueront plus jamais dehors maintenant C'est qu'il y a ça. la télé. C'est Mhm. l'aliénation de l'esprit des enfants. Et même chose ensuite pour les jeux vidéo. Moi, ça, c'était ma jeunesse, là, où ma mère avait bien peur que les jeux vidéo nous rendent tous violents et qu'on parle mal à cause des Simpsons. Mhm. Donc, toutes ces nouveautés-là, ça crée tout le temps des inquiétudes parce que ça bouleverse quand même les habitudes puis ça crée des changements entre les générations. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on s'inquiète c'est que les médias, comme elles donnent accès à plein d'informations, on a peur des fois que euh, j'allais dire salisse, là, mais on veut protéger comme l'innocence des enfants. On veut pas qu'ils voient des scènes de violence à la télévision, on veut pas qu'ils voient des scènes de sexe à la télévision, on veut pas que puis particulièrement, disons, on va voir pour les jeunes filles, il y a beaucoup d'inquiétudes, on va se dire, on veut pas qu'elles puissent se montrer devant l'écran, qu'elles puissent se dévêtir là, sur une photo de profil Facebook, donc on veut les garder, on veut préserver comme l'innocence le plus longtemps des enfants possible. Puis c'est comme si les médias devenaient une attaque pour ça. Donc, on peut avoir tendance des fois à avoir, on va dire, une certaine panique morale où on se dit, tu sais, c'est blanc ou noir, c'est mal, cette nouveauté médiatique, alors que souvent, ça arrive avec son lot de bénéfices aussi. Donc, je dirais que le numérique, les réseaux sociaux font pas exception. Il y a des préoccupations à avoir, c'est sûr. C'est différent, les réseaux sociaux de la radio, là, vraiment. Mais il y a aussi une partie de nous qui est méfiante, que ça vaut la peine de la questionner, là. Tout à fait. Oui, puis tu le dis bien, ça, ça, depuis presque la nuit des temps. Je rajoute aussi les livres pour enfants à une époque, quand les premiers Ah, livres sont sortis au Moyen Âge, on a dit que ça allait pervertir les enfants, donc il n'était pas question. On vendait ça visiblement sous le manteau, donc effectivement les adultes. Mais est-ce que parce que justement, tu penses que c'est souvent cette nouveauté, elle est souvent, les ados s'en emparent très vite, plus que nous. Il y a quelque chose de cette envie d'aller du côté de bah, c'est très dopamine activant aussi, tout ça. Donc, c'est sûr que on est dans nos routines et on est comme pas mal gêné dans nos routines avec tout ça. On se sent en fait dépassé beaucoup. Il y a aussi cette idée de
il y a quelques adultes qui me glissent, moi, je me sens poche là-dedans. Et je me Mhm. disais justement, des livres et des essais comme le tien permettent justement de sortir de cette poche attitude, puis de connaître. Parce que tu le dis bien, c'est parce qu'on va comprendre et puis qu'on va comprendre les codes, mais aussi comment ça fonctionne, qu'on va être capable d'en discuter, puis d'utiliser cette intelligence collective pour peut-être, je dirais, aller mieux dans notre pratique individuelle. Parce que tu le dis, oui, il y a quand même des soucis, on ne va pas se le cacher. Ben, comme si on reprend l'exemple des jeunes, des fois, ils nous disent, il faut que tu répondes en 20 minutes à mon message, sinon je le prends mal. Puis Mm. d'autres vont dire, ben non, c'est en 3 heures ou en 12 heures. Bon, ben, sachant qu'on est en ce moment, là, collectivement, en train de négocier cette norme, qu'est-ce qui est normal, en combien de temps est-ce qu'on se Mm. répond? Ben, le fait de le nommer, toutes ces dynamiques-là à l'œuvre, on peut discuter et dire, OK, là, disons qu'on veut pas être tout le temps scotché à notre téléphone puis vivre dans le stress d'insulter quelqu'un implicitement parce qu'on ne répond pas vite. En combien de temps on se répond? Puis là, si on a cette conversation-là avec les ados en classe, puis on leur demande en combien de temps, là, est-ce qu'on décide? Puis là, il y a tout le temps ça dépend du contenu, jour de classe, fin de semaine, etc. Mais ça nous permet justement de prendre le contrôle puis d'avoir notre pouvoir d'agir sur toutes ces nouveautés-là. Tout à fait. Puis, je me souviens plus pourquoi je disais ça, d'où venait la question. Non, mais en fait, on est là-dedans. Je vais enchaîner parce que je voulais te demander, est-ce que tu insistes beaucoup sur comprendre comment le design est fait, comment les réseaux sont construits? As-tu le sentiment que les ados sont dupes ou pas de tout ça? Parce que tu dis une phrase très importante, la matière première dans les réseaux, c'est nous. Est-ce que les ados ont conscience que c'est pas tant des consommateurs, mais que c'est eux la matière première de tout ça? C'est inégal. C'est vraiment Ouais. inégal. Là, je peux arriver en secondaire 3 puis tu as un jeune qui m'explique tout le développement des algorithmes. Il a écouté, lui, des YouTubers qui parlent de leur technique marketing. Il va nous Hmm. expliquer ça. Il va en savoir beaucoup. Il va partager avec le groupe. Puis tu en as d'autres que quand je dis quand même que nous sommes la matière première et que TikTok enregistre tout, qu'est-ce qu'on regarde 2 fois, qu'est-ce qu'on passe vite, qu'est-ce qu'on like, tu sens qu'ils sont un peu shaky. Tu sais, tu sens qu'ils sont un peu ouf. OK, c'est plate parce que moi, j'aimais vraiment cette plateforme-là. Puis là, je réalise que, ouais, ils ont vraiment pas mon bien-être à cœur, puis que j'ai pas de vie privée avec eux, puis qu'ils retiennent tout ce que je fais. Donc, il y a comme les deux en même temps. Il y en a que ça les active, puis là, ils vont nous partager toutes les connaissances super profondes qu'ils ont là-dessus. Puis t'en as d'autres où tu sens qu'il y a un bris de confiance avec ces plateformes-là qui ont une grande place dans leur vie. Puis c'est pour ça que notre posture d'arriver puis de dire, ben regarde, on veut juste t'expliquer c'est quoi les outils sur lesquels on passe des heures par jour, là. Pour certains, on va t'expliquer comment ils marchent, c'est quoi leurs objectifs, puis après, on va voir comment ça joue un rôle dans notre équilibre. Fait qu'il faut quand même prendre le temps, même si on les garde dans nos vies, là. Je veux dire, TikTok, moi, je l'ai, puis j'aime ça, puis bon, mais il faut quand même regarder les choses en face. Puis j'insiste sur justement le design, les fonctionnalités, parce que je sais que les jeunes, ça les intéresse aussi, ça. Tu sais, à un moment donné, on parle beaucoup de bien-être, puis de attention, tu te fais manipuler, puis on est incapable, hein, les jeunes, vous êtes incapables de vous contrôler, vous êtes toujours là-dessus. Mais c'est dire là, ben, c'est parce que les plateformes incitent un comportement. On a quand Ouais. même un pouvoir d'agir là-dessus, mais c'est sûr qu'ils incitent un comportement par le fait qu'ils nous cachent l'heure, quand on est en plein écran, disons sur YouTube, que quand on finit une émission, il y a un décompte de 10 secondes là, qui va mettre à l'épreuve notre volonté d'aller se coucher, que les boutons sont proches, que tous ces mécanismes-là, on le sent que ça intéresse les jeunes parce que finalement, on leur parle des plateformes qu'ils utilisent déjà, puis ça met. Tu sais, s'ils n'ont pas les connaissances techniques sur c'est quoi le but des plateformes et leurs fonctionnalités, ils ont quand même la connaissance expérientielle de Ah, c'est pour ça des fois que je me dis juste une vidéo. Ah, OK, oui, c'est vrai que TikTok, il me garde plus longtemps que YouTube. C'est parce que les vidéos sont plus courtes puis que je vois pas le temps. Donc, ça vient mettre des mots sur leur expérience. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Puis des fois, je trouve qu'on prend trop les technologies comme des outils neutres comme dire, ah, voici, c'est ça, voici comment on peut les utiliser bien ou mal, mais c'est quand même des outils qui sont très, très biaisés, là, puis dont l'objectif, ça reste de faire des revenus. Donc, je dis, on peut pas parler de bien-être et de numérique sans tracer les contours de c'est quoi le numérique, là. Et c'est ce qu'on réalise vraiment quand on te lit. Puis moi, c'est une des parties qui m'a le plus à la fois fascinée et inquiétée.
on a toujours conscience de cet aspect de ces marketing et financier, mais le fameux design, comme tu dis, on n'a pas l'heure qui est cachée, les notifications arrivent à certains moments. Oui, le décompte dans les vidéos de YouTube, mais j'étais complètement dupe de ça. Je n'avais pas du tout saisi. Je trouvais ça cool, mais à aucun moment, je me suis dit, ils sont en train quelque part quand même de me manipuler. Et je trouve que probablement, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez en tête avec nos ados. On les pense très proactifs, tu sais, comme soit des grandes victimes, mais surtout des consommateurs sans cervelle. Mais il y a comme un sorte de marionnettiste au-dessus qui est bien plus puissant qu'eux. Et ben, il faut vraiment que les parents soient conscients de ça. Puis, je pense que ça serait vraiment bien d'avoir des discussions avec nos ados, ne serait-ce que sur ces points-là que tu abordes, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on connaît énormément, du tout, du tout. Non, puis même en tant qu'adulte, là, je veux dire, moi, je l'ai lu dans des livres chez des anciens concepteurs de réseaux sociaux, de jeux vidéo, etc. Mais comme les personnes à date qui ont lu mon livre, disons des adultes, en vue de mieux comprendre leur ado, les personnes, quand ils sont revenus, finalement, ils avaient opéré des changements sur leurs habitudes Mais personnelles. oui. Donc, ils disaient, ah ouais, moi, ben là, j'ai coupé les notifications ou j'ai gardé juste les notifications de mes messages. Ah oui, j'ai mis des limites de temps. Et finalement, oui, c'est des citations d'ados tout le long de l'essai. Mais ça nous concerne aussi, nous, en tant qu'adultes, là. C'est pour ça que quand nous, on va avec les ateliers parler aux ados, ben moi, je donne des exemples personnels, là, puis je dis, ben aujourd'hui, je suis dans votre classe à parler de bien-être numérique, mais hier, j'ai scrollé mon téléphone pendant une demi-heure avant de me coucher, puis ça doit pas être vraiment bon pour la qualité de mon sommeil. Puis ça met une... je trouve que ça fait, ben, on est tous là-dedans ensemble, trouvons des solutions ensemble, puis on a parlé tantôt d'intelligence collective, je pense, de Ouais. mettre ça tout le monde ensemble. Ouais, ça l'enlève un sentiment de culpabilité qui, je trouve, productif à décomplexer notre utilisation, être plus franc, puis se sentir moins seul, puis trouver des solutions. Puis, tu sais, on parle de pointer la responsabilité des ados, mais on a eu ce discours longtemps aussi dans certaines spécialités en psychiatrie, en médecine, notamment avec les toxicomanes, en disant ce que tu prends, c'est pas bon, arrête. Et puis les toxicomanes qui nous disaient ça marche pas comme ça, ce que je prends, c'est pas vrai que c'est pas bon, ça me fait du bien. Donc on a transformé notre discours, on va réduire les méfaits en informant justement les gens sur ce qu'ils prennent et sur ce qu'il pourrait y avoir comme alternative. Puis j'ai vraiment le sentiment que par rapport au réseau et à l'utilisation des réseaux, plutôt que de dire aux ados c'est n'importe quoi, c'est trop con, c'est pas bon pour toi, justement, on devrait avoir ce discours très responsabilisant de mettre l'ado très acteur justement de son changement. Il y a un truc qui m'intéressait aussi, moi j'étais convaincue que les ados y publiaient. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai Oui. réalisé déjà que Facebook, c'est vraiment un truc de vieux, donc je suis à fond sur Facebook, voilà. Mais moi, j'étais dans l'idée que les ados, c'est encore l'idée du je fais des selfies, c'est très narcissique, je suis à la course des likes, mais il semblerait que ce soit pas mal dépassé, ça, quand même, pour les ados. Et oui, et malheureusement, pour tous ces articles scientifiques, notamment en psychologie, qui ont coulé sur est-ce que les selfies veut dire que un jeune est narcissique, Mm. là. Donc, tu sais, juste le fait de mettre des photos. Je regardais récemment, il y a une étude léger qui a été faite en 2019 qui demandait à des 13 à 25 ans, tu sais, avez-vous déjà publié, puis là, il y avait une liste, des photos de vous, des accomplissements personnels, votre famille, des choses comme ça. Une photo de soi, c'était à 67% qui disaient oui. Mais là, Mhm. c'est plus une pratique sociale parce qu'il y a des jeunes, ben plus, c'en est une, plus, moins qu'autre chose, je ne sais pas, mais donc les jeunes disaient, ben, c'est parce que si tu arrives sur un profil puis il n'y a aucune photo, c'est louche. C'est louche. Ils ont appris, ils ont internalisé que pas de photos, pas d'informations, quelqu'un me parle, on bloque, c'est louche. Tu sais, même les enfants en quatrième année nous disent qu'il faut faire attention aux pédophiles sur Internet. Tu sais, ils se sont fait mettre. Ils ont reçu des mises en garde, là. Donc, Mhm. la photo, elle sert aussi de bonjour, ça c'est moi. Puis ensuite, ben, il n'y en a pas beaucoup qui publient, là. Vraiment, c'est les âges, même l'étude dont je parle, c'est des âges des plus vieilles personnes qui publient. Puis les jeunes à qui j'ai parlé, ils disent, ben, moi, je publie souvent. Donc, je dis, ah oui, bon, un jeune qui publie souvent, à quelle fréquence? Ben, au moins 3, 4 fois par année. Là, je suis comme, Ouais. OK, c'est pas beaucoup quand même. Là, on parle d'une publication, disons, sur Instagram, là, qui reste sur le profil. Puis ça va souvent être des mêmes moments, tu sais, à Noël, durant les vacances d'été, si on a eu un événement marquant en fin d'année.
si on avait une sortie avec des amis qu'on a envie de partager. Donc, ça reste quand même des accomplissements, hein, des belles photos. Puis, c'est ça, donc c'est pas beaucoup. Donc, la course au like, pas tant présente, je Non, dirais, c'est c'est ça. pas ça qui prend le plus de place là, chez les jeunes. Et est-ce qu'ils publient, c'est la question que tu poses, pour eux ou pour les autres? Est-ce que c'est très clair, ça, en fait? Puis comme adulte, quand on met une photo, pour nous, pour les autres, pourquoi on met Ouais, ça? Pourquoi c'est je pas partage mes évident. entrevues dans les médias? Pourquoi? Tu sais, il y a quelque chose, c'est tout le temps un peu les deux, les ados. Puis justement, tu sais, tantôt, je reviens un peu à ce qu'on disait en introduction, mais tu sais, des adultes vont me dire, je me sens en retard, je sens que moi, je suis pas sur TikTok, puis je suis pas sur Instagram, puis je comprends pas ce que c'est d'être un jeune aujourd'hui. Mais les ados aussi, dès qu'on se mettait à parler de la publication, ça prenait quoi, 5 minutes avant qu'on ne parle plus du tout de publication, puis que ce qu'on me raconte, c'est difficile d'être authentique, puis j'ai envie d'être moi-même, puis sur les réseaux sociaux, c'est une porte ouverte de montrer qui je suis à l'extérieur de l'école, mais en même temps, je veux pas être différent, je veux pas qu'on rie de moi, je veux pas qu'on m'exclue, je veux pas faire l'objet d'une capture d'écran, puis qu'on on parle de moi mal, donc comment, puis ça est en gros là, dans l'essai, comment je fais pour être différent comme tout le monde. Donc, Ouais, c'est ça. ça m'avait tellement touché cette phrase-là Oui, parce que je trouve que ça vient tellement chercher qu'est-ce que technologie, pas technologie, qu'est-ce qu'on vit beaucoup quand on est ado, de dire c'est quoi qui fait que moi je suis moi, c'est quoi mon identité, mes passions, mes intérêts, qu'est-ce que j'aime, puis en même temps, tu veux appartenir, tu veux être comme les autres, tu sais, tu cherches ta place dans le monde, mais tu veux quand même connecter avec le monde. Donc, tout ça se reflète sur les réseaux sociaux. Donc, comment est-ce que tu peux être authentique puis en même temps faire comme les autres? Puis des fois, t'en as des jeunes qui vont vraiment le nommer. Tu sais, ils ont vécu quelque chose, 14 à 17 ans, ça fait plusieurs années qu'ils sont sur les réseaux. Puis ils vont souvent nommer que secondaire 1-2, c'est le moment où ils arrivaient au secondaire, ils voulaient se faire des amis, ils étaient plus actifs. Puis ils vont dire, ben ça, je l'ai publié pour faire comme mes amis. Et aujourd'hui, je ne publie plus, j'ai changé de gang d'amis et je me sens beaucoup plus en adéquation avec qui je suis. Donc, Hmm. il y a eu une expérimentation, là, ils se sont adaptés. Mais c'est sûrement pas un adulte qui est venu y taper sur l'épaule puis qui a dit, ben, quand tu as publié cette photo de toi à Oshéaga, c'était pas très toi. Ça aurait très bien pu avec le jeune, là. Ouais, Mais ouais, ouais. elle, par elle-même, elle a réalisé que fallait qu'elle fasse un changement. Puis même chose pour les bonnes habitudes de vie. On a fait des groupes de discussion sur les jeux vidéo. Un jeune me disait, ben, pendant 2 semaines, j'avais une alarme de 2 à 4 heures du matin pour aller jouer. Il dit, je me suis dit, je vais aller jouer durant la nuit. OK. Fait que là, comme on a mis tantôt, il y a les bienfaits de tu deviens meilleur. Mais il dit au bout, ouais, c'est sûr qu'au bout de 2 semaines, j'avais de la misère en classe. Il dit, j'étais fatiguée, tout le monde me tapait sur les nerfs. Il dit, fait que j'ai arrêté ça. Puis là, je dors. Mais donc, lui aussi a opéré un changement sans nécessairement qu'il y ait eu une intervention externe. Il a vécu les conséquences de ses actes, ça ne tentait plus. Puis là, il y a des meilleures habitudes. Donc, ça ne sera pas l'ensemble des enfants, là, mais en tout cas, moi, je trouve ça encourageant de savoir qu'ils sont Oui, capables par eux-mêmes. il y en a plus qu'on ne croit en plus. C'est sûr qu'on parlait des médias, ils ont tendance à nous donner des cas très extrêmes, c'est sûr. Puis nous aussi, dans nos spécialités en pédopsychiatrie, on voit des cas extrêmement sévères. Donc c'est sûr qu'on a un biais. Mais ce que je dis aussi quand je fais quelques sorties médias, c'est que la majorité des jeunes que j'ai dans mon bureau, ils sont conscients, ils comprennent. Il y a des moments où oui, ils sentent que c'est trop et ils vont se réajuster. Ils sont très capables de ça plus qu'on ne croit en fait. Donc, oui, les écrans, oui, la surutilisation parfois, mais est-ce que le malaise général chez les ados est lié à ça? On cherche des coupables, mais je pense qu'on ne cherche pas au bon endroit. Puis ma question toujours, c'est pourquoi les jeunes ont plus de... Ben, c'est ça, tu le dis aussi dans ton essai. De tout temps, les ados, ils ont voulu se regrouper puis parler ensemble. Moi, à mon époque, c'était mon téléphone filaire dans le couloir de la Mm. maison. Je passais des heures à parler. J'aurais eu un cellulaire, j'aurais fait pareil. Donc, c'est comme c'est très en lien avec l'adolescence aussi, c'est cette recherche du lien. Puis là, on peut être dans sa chambre tout en étant à parler avec son ami. C'est quand même le fun de rester en pyjama. Vraiment. Petite question, parce que ça aussi, j'ai découvert le terme, bah, pas dans ton essai, mais on dit scrolling, scrollage, enfin le fait de scroller. Est-ce que tu peux en parler? Il y a plein d'adultes qui vont nous écouter. C'est quoi ça?
Ouais, scroller, c'est un terme, bon, évidemment, qui vient de l'anglais, hein, comme beaucoup de termes propres à Internet. Scroll, c'est, bon, on s'imagine un parchemin là, qu'on déroulerait, donc l'effet de dérouler son fil d'actualité. Je pense qu'une traduction en français, ça serait défiler, justement, les vidéos quand on ouvre un réseau social, puis qu'on va faire le mouvement du pouce vers le haut là, pour aller voir en bas c'est quoi les dernières actualités. Puis ça, c'est le fil d'actualité, disons, sur Facebook qui s'appelait initialement la timeline. Je me souviens Mm. plus, il est arrivé parce qu'au début, Facebook, on n'avait que des profils, hein. Puis à un moment donné, il y a eu la timeline où avait toutes les actualités. Ben ça, c'est resté. Et puis maintenant, souvent, ce fil d'actualité, il est à l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Encore une fois, à l'origine, sur Instagram notamment, aussi sur Facebook, quand c'était en mode chronologique. Donc, si on défilait pendant un moment arrivait où la plateforme nous disait, vous avez vu toutes les actualités du jour, vous êtes à jour, vous pouvez maintenant quitter la plateforme. En d'autres mots, il n'y a plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est pas ça. On va avec les algorithmes, on va organiser le contenu de manière à nous proposer des choses qu'on aime, ou nous montrer, si ça se trouve, des trucs qui ont été publiés il y a des semaines, des mois, mais qui correspondent à nos intérêts. Donc, scroller, c'est justement l'action de, avec son pouce vers le haut, regarder des vidéos. Et ça se fait sur TikTok, sur les shorts avec YouTube, les Reels avec Instagram, sur les fils d'actualité comme Facebook, quoique les jeunes n'y sont pas là-dessus, là, les ados ni les enfants. Puis, c'est une manière extraordinaire pour les plateformes de collecter des données puis de comprendre qu'est-ce qu'on aime. Beaucoup plus que quand on se parle entre nous dans un jargon, souvent en français, que les plateformes sont peut-être pas capables de décrypter. Ben là, quand on regarde une vidéo deux fois, trois fois, ils savent qu'on s'intéresse à ça. Puis si on la passe rapidement, ils comprennent que si j'ai passé rapidement une vidéo de piscine, qu'ils m'enverront pas de publicité de club piscine d'ici demain, là. Donc, ils apprennent vraiment bien à nous connaître par scroller. OK. Et puis donc, tu disais aussi que le format de ces mini-vidéos, là, les reels et tout ça, le court, tout ça, c'est encore un design qui est bien pensé pour capter l'attention, faire en sorte qu'on passe, on passe sans s'en rendre compte, parce que oui, des vidéos qui durent des heures, ça marche pas tellement, en fait. Donc, tout est bien pensé. Ouais, tout est bien pensé, vraiment, tout comment que c'est créé, ces choses-là. Puis ça, les ados, ils vont dire que TikTok, ce format-là, il est beaucoup plus... il les rend accros. Eux, ils utilisent accro, là, on n'est pas dans pathologie nécessairement, mais ils disent ça me rend beaucoup plus accroché à mon téléphone que n'importe quelle autre utilisation. Puis une des justifications qui me ramenait beaucoup, c'était la durée des vidéos et le Ouais. fait que c'était vraiment adapté à leurs intérêts. Il disait, c'est toujours il dit TikTok, c'est ce que j'aime. Ou TikTok, c'est ce que j'aime avant même que moi je sache que j'aime ça. Puis, bon, tu sais, je me dis, bon, une dernière bonne vidéo avant de me coucher. Et puis, bon, ressentir une confiance dans la plateforme que, ni plus ni moins, un moment donné, on va montrer quelque chose que j'aime. Puis là, je vais pouvoir, disons, fermer l'appareil puis aller faire autre chose. Et ben, c'est ça. Donc, puis Ouais. le fait que les vidéos sont souvent très courtes, ben, on Mm. se dit, je vais regarder des vidéos pour 10 minutes, Une petite vraiment dernière. fermée, une petite dernière, une petite dernière. Puis là, c'est à peu près le consensus là, parmi les ados que la petite dernière est tout le temps comme pas mal longue, là, puis qu'on Ouais. perd la notion du temps à ce moment-là. Mais j'ai l'impression qu'avec le fait de scroller, je suis presque plus inquiète par rapport à ça. J'ai vraiment l'idée d'une passivité, de quelque chose où les enfants sont plus remplis, les ados sont plus remplis, alors que dans d'autres plateformes où ne serait-ce que même des fois mettre un like ou mettre un petit commentaire, il y avait quand même quelque chose d'un peu plus interactif. As-tu l'impression là qu'on est passé dans une étape au-dessus avec les fameux TikTok justement par rapport à ça en termes de je remplis le cerveau de l'enfant? Vraiment. Moi, puis tu sais, je dis vraiment parce que je me fie sur ce que les jeunes me partagent, là. Tu sais, eux, ils me partagent vraiment que je remarque que quand ils me parlent d'une pratique sur les réseaux sociaux qui est sociale, donc se parler dans les messages instantanés ou publiés, ils me disent pas qu'ils perdent le contrôle ou, tu sais, ils vont avoir des inquiétudes des fois justement avec le vu, mais c'est surtout des conflit, entre guillemets, interpersonnel de je veux plaire, je veux pas déplaire, tu sais, est-ce que c'est une bonne amie ou pas, je veux être là pour mes amis. Donc, ça, c'est la discussion. Puis quand on parle de regarder du contenu, c'est là où on se met à me parler avec un langage comme
accro, je suis Ouais. fatiguée, j'aimerais le faire moins, je me suis mis une limite de temps, mais je mets tout le temps plus 15 minutes. Puis, que là, toutes les stratégies qu'ils ont mis en place, comme justement une limite inscrite dans le téléphone pour 1 heure maximum, disons, pour un TikTok, ou me dire qu'ils suppriment les réseaux sociaux pendant leur période d'examen, c'est pas parce qu'ils veulent arrêter de parler à leurs amis, c'est pas parce qu'ils veulent que leur profil disparaisse, c'est vraiment pour résister à la tentation de regarder du contenu. Ouais, Donc OK. ça, oui, ça, définitivement, c'est... Donc même quand on parle, le temps sur les réseaux sociaux est dangereux, ben ça dépend vraiment ce qu'on en fait, là. De quoi exactement? Ouais, ouais. J'ai vu même un BookTok. Alors ça, je connaissais pas du tout. Puis je me suis dit, ben ça, c'est vraiment cool. Donc, c'est des influenceurs qui parlent de leur lecture, puis qui critiquent les livres qu'ils lisent sous le format TikTok, en fait. Donc, c'est plutôt cool pour nos ados, ça. Complètement. Puis là, ça va tellement précis, le book talk, là, puis cette appellation-là, ça va être, disons, je suis dans la bulle de TikTok, disons, de soccer. Je suis dans la bulle de TikTok du livre. Mais pour tout ce qui est du livre, là, c'est vraiment un phénomène important. Donc, si l'ado est fan d'un type de lecture, genre le fantasy très précis, il peut être dans un book talk parce qu'avec des recommandations de choses qu'il aime, avec des personnes qui parlent des livres, avec des auteurs qui parlent des livres, avec des personnes qui font des recommandations, eux-mêmes, dans les commentaires, ils peuvent en lire d'autres. Donc ça devient vraiment inspirant pour certains jeunes. Puis, c'est le fun que tu l'amènes parce que justement, quand les algorithmes, ou en tout cas les abonnements d'un jeune reflètent plus ses loisirs en dehors du numérique, ben ça les encourage à aller le faire. Hmm. Évidemment, on peut pas tout généraliser, là, tu sais, notamment quand on parle de fitness et tout, là, ça, c'est une autre histoire, là, tout l'entraînement personnel et tout, mais quand, disons, tu vois des vidéos sur la lecture, ben, ça t'encourage à aller lire. Puis justement, si tu fais une publication après, ben, peut-être que ça participe à ta création identitaire de jeune ado lectrice, puis tu partages aux autres tes lectures, puis ça, c'est le fun pour ton affirmation de soi, puis ça va peut-être créer des amitiés avec des gens qui aiment le même type de littérature que toi. Donc là, ça, c'est vraiment un bel exemple, là, tu sais, quand on va pointer les bénéfices. Puis ici, on parle d'un intérêt, book talk, mais tu sais, pourquoi on pourrait pas parler de genre le queer talk, là? Parce que Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on entend des ados qui, disons, ben, des ados de la communauté LGBTQ+, ou des ados qui font partie de communautés qui ont pas nécessairement là, à l'école là, de comité un tel ou de regroupement. Ben, ils ont toute une communauté là, en ligne qui peut parler de leur expérience, se retrouver là-dedans, se sentir super validés dans ces expériences parce qu'ils sont pas tout seuls. Donc, oui, il y a vraiment du contenu, même dans scroller, qui peut être bénéfique. ouais. Donc, j'entends quand même dans tout ça que les ados cherchent toujours et avant tout à faire du lien, que c'est pas des coquilles vides qui se remplissent en permanence, que si ça fait écho à leurs valeurs puis à leurs intérêts, bah, c'est sûr que ça les intéresse plus, mais ça pourrait leur donner le goût aussi à l'extérieur. Dans ta conclusion, en fait, tu parles d'un outil développé avec ton ami Audrey, qui est ergothérapeute, d'une liste d'intérêts, justement. Est-ce que tu veux nous en parler? Parce que les parents vont se dire, ben, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais, ben en fait, c'est que j'allais rédiger, donc moi je rédige pas toute seule, là. Je suis incapable. J'allais rédiger chez mon ami ergothérapeute. Et puis cette semaine-là, j'avais parlé particulièrement avec un groupe d'ados qui avaient un grand temps d'écran sur leur téléphone. Dans un milieu, tu sais, t'as pas de parc là, autour là, dans ce milieu de cette école-là. C'était pas, tu sais, disons, plein d'espaces verts et de petits commerces, là. Et puis, ça m'avait marqué parce que des jeunes m'avaient dit, ah, j'ai supprimé TikTok en fin de semaine parce que je suis plus capable de passer du temps à regarder des vidéos. Donc là encore, on voit que, bon, c'est pas des coquilles vides, ils prennent conscience des problématiques, mais elle dit, 5 minutes plus tard, je l'ai retéléchargé. J'étais comme, mais pourquoi? Puis elle disait, ben, je savais pas quoi faire de mon temps. Puis j'étais comme, ben, t'avais-tu des idées? Elle dit, mais là, je vais pas aller jouer au Barbie avec ma petite sœur, je vais pas faire ci. Puis on sentait une recherche de l'effort que ça prend pour aller faire quelque chose pour la première fois. Tu sais, en y parlant, ben, c'est mon interprétation, là, ça, mais tu sais, on sentait la facilité de retourner sur le téléphone plutôt que aller explorer des nouvelles activités. Tu sais, un manque d'idées. Donc moi, je parle de ça
en rédaction à ma copine ergothérapeute et elle me dit, elle a travaillé avec des personnes après hospitalisation qui ont des troubles psychotiques, disons, puis qui vont vouloir tu sais, réintégrer des activités, choses comme ça. Puis elle dit, on utilise toujours un outil où on regarde, on met plein de listes d'activités dans le désordre, puis on pose un regard critique sur ça me tente-tu, ça me tente-tu pas, est-ce que je me vois faire ça un moment donné, est-ce que je l'ai déjà fait par le passé, puis elle dit souvent, ça fait qu'on explore plein d'activités, puis qu'un moment donné, un moment donné, le soulier est fait, tu sais. Donc, on s'est dit, ah, ben, ça serait intéressant d'avoir quelque chose comme ça pour les ados parce que c'est quand même une période de la vie où tu apprends à te connaître, tu apprends à connaître des choses que tu aimes. Donc, je me suis dit, ça peut alimenter un paquet d'idées pour ben, trouver des alternatives à être sur le téléphone. Puis c'est pas tous les jeunes qui en auront besoin là, de cet outil-là. Il y en a qui ils savent déjà qu'est-ce qu'ils aiment. Là. Tu sais, ils savent déjà qu'ils font du sport, ils vont au chalet avec leurs parents, et, tu sais, ils ont comme une vie super remplie. Mais il y en a d'autres qui se demandent qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie. Puis je me suis dit, ben, tu sais, si ça peut être, ça peut les aider à dire, ben, essaye ça. Puis si t'aimes pas ça, ben, essaye autre chose. Puis ça répond aux jeunes spécifiquement qui m'ont nommé qui étaient tannés de passer du temps dans les écrans. Ce qui n'est pas le cas de tous les jeunes. Là. Il y en a que c'est équilibré, mais il y en a pour qui c'est plus difficile, vraiment. Parce que, comme on l'a nommé ensemble, le design nous garde dans le confort puis dans la facilité. C'est sûr. Tu dis en fait, j'aime beaucoup qu'il faudrait considérer qu'à chaque clic, chaque geste enregistré dans la base de données, il faut le considérer comme un vote pour bâtir un monde numérique qui nous corresponde davantage. Je trouve ça vraiment chouette, cette image-là, de construire un monde numérique, parce que beaucoup auraient dans l'idée de faut faire disparaître tout ça, c'est le diable. Mais non, il faut faire avec ça. Donc, c'est comment construire quelque chose qui nous Ah correspond ouais. à nos valeurs. J'aime tellement ton idée. Oui, vraiment. Puis ça part de la même idée qu'on décriait tantôt de nous sommes la matière première. Ouais. Nous sommes le produit qui crée un peu ces plateformes parce que comme les plateformes veulent conserver notre attention, elles nous montrent le contenu qui semble nous intéresser. Donc, si on crée du contenu, ben là, je vais dans l'extrême, là, mais du contenu de super, pas dans l'extrême, mais dans des mouvements qui ont été super inspirants, comme le mouvement MeToo, le mouvement Mhm. Black Lives Matter, le mouvement pour le climat, que c'est des jeunes, hein, d'ailleurs, avec Greta Thunberg, là, qui, grâce aux réseaux sociaux, se sont mobilisés. Si on va vers ça, ben, c'est ce que la plateforme va encourager également. Donc, moi, ce que je me dis, comme on est les matières premières, ben, chaque chose qu'on like risque d'être davantage recommandée aux personnes qui ont une utilisation semblable à la nôtre. Puis si moi, je fais partie du BookTok, puis que je me mets à regarder plein de vidéos intéressantes là, sur, disons, la diversité corporelle, puis que quand c'est une vidéo de diète ou de vitamines louches, je passe rapidement, ben, ce que la plateforme comprend, c'est que ben ça, les vidéos dédiées aux diètes, c'est pas populaire. Et les vidéos dédiées à des corps heureux qui font des activités, ça, c'est populaire et vont le mettre davantage de l'avant. Donc, on a quand même un pouvoir d'action dans tout ça. Ensuite, je trouve que c'est important de le rappeler aux jeunes qu'ils ont ce pouvoir d'action-là, parce que s'ils ne le savent pas qu'ils l'ont, le risque, c'est que les plateformes, ben, à partir du moment où tu crées un compte, ne font que te proposer des contenus qui sont populaires, des contenus où c'est des grands publicitaires, des grandes compagnies qui ont payé pour que tu vois de la publicité. Donc là, oui, les diètes, on peut penser aussi à plein de discours qui sont plus haineux, sensationnalistes, masculinistes, etc. Mhm. Donc ça peut venir s'insérer dans notre utilisation sans qu'on en ait vraiment conscience. Donc là, on prend une pause, nous, avec les jeunes, puis on dit, check, chaque, chaque clic que tu fais est un vote pour qu'est-ce que tu as le goût d'intégrer, qu'est-ce que tu as le goût d'être. Tu veux être un sportif, tu veux être une personne qui est bonne auprès de ses amis, tu es quelqu'un de drôle, bon, ben let's go, va t'abonner à des pages, fais masquer à des vidéos qui t'intéressent pas, puis construisons quelque chose. Ça, j'y crois quand même vraiment beaucoup. Là. Oui, c'est Ouais. chouette. Comme un acte de résistance, en fait, puis c'est comme aller quelque part, aller piéger la grosse machine, puis aller les prendre par leur propre jeu, en fait, en disant, ben voilà, maintenant, on reprend les rênes, en fait. J'aime beaucoup Ouais, cette idée-là. moi aussi. Puis en même temps, je trouve que si on est engagé à ce niveau-là, c'est sûr que ça va, pour moi, c'est sûr qu'il faut que ça vienne de pair avec un gouvernement qui va aller
obliger les plateformes à réguler le contenu, puis qui Ouais, va aller retirer des contenus inappropriés, des contenus haineux. Donc, ça se fait pas tout seul, mais je pense quand même qu'on a un rôle super important à jouer là-dedans. tout à fait. Oh, bon, écoute, j'aurais encore plein de questions, mais là, l'heure est en train de tourner. Tu finis aussi en disant bien qu'il faut offrir notre attention, qui a une valeur faramineuse pour eux, donc pour tous et puis qu'il faut d'abord nous la donner à nous-mêmes, cette attention. Puis je pense que c'est quand même super important de rappeler ça à tout le monde. On a tendance à livrer notre attention ailleurs, puis ça leur génère beaucoup, beaucoup de sous à tous ces gens-là. Emmanuel Parent, merci. Je me demandais en fait, le ciel, là tu dis on rencontre les jeunes, c'est-à-dire c'est des écoles qui vous sollicitent pour aller faire des conférences, tout ça? Ouais, c'est surtout des écoles, quoique on va aussi dans les organismes, les maisons de jeunes, rencontrer des groupes de jeunes, mais on va surtout dans les écoles primaires et secondaires avec un atelier. Nous, on arrive avec notre présentation, nos cartes, en tout cas, nos trucs pour animer un atelier, puis on donne de l'information sur la conception des plateformes. Puis on crée des discussions ou des jeux, selon l'âge, là, parmi les jeunes sur les enjeux qui sont pointés comme étant ben, les plus importants, dont les fameuses relations sociales, dont notre hygiène de vie, puis des sujets comme ça. Puis partout au Québec, on fait ça. Super. Alors, je rappelle le titre de ton essai aux éditions Éco-Société, Emmanuel Parent, texté, publié, scrollé. Emmanuel, merci infiniment de ton temps. Et puis, ben, j'invite tout le monde à aller voir. J'imagine qu'on peut vous trouver sur Internet, c'est super facile. Les ados vont trouver ça rapidement, j'en suis sûre. Oui, ils vont être une bonne aide pour ça. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne fin de journée. Bye. Ouais.